Je vais vous proposer qu'on démarre, s'il vous plaît. Il est déjà 13h48. Chers collègues, tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de notre président, Pierre-Alexandre Anglade, qui est un peu souffrant aujourd'hui. Rien de très grave, mais il m'a demandé de le remplacer pour qu'il reprenne quelques forces. Et puis, je voulais également vous informer que notre chef de secrétariat est lui aussi souffrant. C'est pour ça que je suis assisté aujourd'hui de Jean-Luc Lala, qui est directeur des affaires européennes internationales et de défense. L'ordre du jour de notre commission appelle l'examen du rapport d'information et de la proposition de résolution européenne sur la proposition de législation européenne relative à la liberté des médias, dont les rapporteurs sont nos collègues Constance Le Grip et Joël Mélin. Je salue par avance la présence, qui devrait arriver dans quelques instants, de notre collègue Emmanuel Pellerin, qui a été désigné par la Commission des affaires culturelles, rapporteur sur la proposition de résolution européenne, qui sera, je l'espère, adoptée par notre commission. Mesdames les rapporteurs, sans plus attendre, je vous propose que vous nous présentiez les grandes lignes de votre rapport, ainsi que le contenu de la proposition de résolution. Nous procéderons ensuite à une discussion générale, puis nous discuterons des amendements à la proposition de résolution. La parole est au rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous vous présentons aujourd'hui, en effet, ma collègue Joël Mélin et moi-même, une proposition de résolution européenne sur la liberté des médias, en notre qualité de référente pour notre Commission des affaires européennes sur les institutions. Proposition de résolution européenne sur la liberté des médias, plus précisément sur une proposition d'acte législatif européen, dit législation sur la liberté des médias, Media Freedom Act, un texte qui a particulièrement retenu notre attention compte tenu de son importance et que nous souhaitons commenter devant vous. Ce projet d'acte européen a été présenté le 16 septembre par Madame Jourova, la vice-présidente de la Commission européenne en charge des valeurs et de la transparence, et Monsieur Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur. Et il a clairement été présenté, ce texte européen, comme un texte destiné à garantir et à protéger l'indépendance des médias et leur pluralisme. Les deux commissaires ont longuement évoqué dans leur présentation publique leurs inquiétudes sur la situation des médias et de la presse, en particulier au sein de l'UE, compte tenu des pressions, des ingérences de toute nature qui s'exercent de plus en plus nombreuses sur les journalistes et les entreprises de presse. Ce faisant, en présentant ce texte, la Commission européenne met en œuvre concrètement l'engagement pris tant par le président en exercice à l'époque du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron, que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a annoncé dès septembre 21 ce projet d'acte européen. Alors, notre présentation à ma collègue Joël Mélin et à moi-même va se faire à deux voix, en quelque sorte, même si nous avons abouti à un projet de résolution européenne sur le principe de vous présenter un projet de résolution européenne que nous soumettrons au vote, après, bien sûr, discussion, débat et examen des différents amendements. Pour ce qui me concerne, je partage le constat fait par la Commission européenne. Il y a à l'heure actuelle des menaces de diverses natures qui pèsent sur la liberté des médias, sur l'exercice de la profession de journaliste. Faut-il le rappeler, des journalistes sont attaqués, menacés, mis sous pression, espionnés, pour certains attaqués physiquement, voire assassinés sur le sol même de l'Union européenne. Quelques noms, Victoria Marinova, Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak, Peter de Vries, 4 journalistes bulgares, maltaises, slovaques, néerlandais, tués récemment sur le sol de l'Union européenne parce que journalistes, parce qu'ils se battaient pour le droit à l'information. L'information est un bien public. Défendre une information de qualité, fiable, produite par des médias indépendants, pluralistes, des médias dont les lignes éditoriales ne sont pas dictées par les financeurs,
par exemple, et dont la gouvernance et les structures de financement sont transparentes et connues, tout cela fait partie, à mon sens, de la défense de l'état de droit et de la défense de la démocratie. Dès lors, il m'apparaît que l'indépendance et le pluralisme des médias dans l'Union européenne doivent être garantis et confortés par une législation européenne et que l'Union européenne est tout à fait fondée à proposer un acte législatif pour assurer, encore une fois, la défense de nos valeurs européennes, renforcer la confiance de nos concitoyens dans les médias. Encore une fois, les tentatives de déstabilisation, les pressions, les ingérences de toute nature, privées ou publiques, intra-européennes ou extérieures, les attaques, les espionnages, etc., font peser sur la liberté et le pluralisme des médias, encore une fois dans de nombreux pays européens, des menaces de plus en plus réelles. Alors, la proposition de texte européen vise 4 objectifs spécifiques: encourager l'activité et l'investissement transfrontières, avec par exemple des dispositifs d'évaluation et de plus grande transparence en matière de concentration dans le secteur des médias, vise aussi à accroître la coopération et la convergence en matière de régulation, par exemple s'agissant du respect du pluralisme et de l'indépendance des médias, veut faciliter la fourniture de services de médias de qualité en forgeant un certain nombre de dispositifs pour réduire les risques d'ingérence publique et privée. Et enfin, dernier objectif, assurer une allocation transparente et équitable des ressources. Ça touche par exemple aux mesures d'audience, à la manière dont sont fabriquées les mesures d'audience et au sujet des publicités politiques et des publicités d'État. Encore une fois, élaborer une législation européenne pour renforcer et organiser davantage l'espace européen de l'information, résoudre les problèmes concrets qui affectent le fonctionnement du marché intérieur des services de médias, lutter contre la fragmentation du marché intérieur due à des règles nationales trop différentes en matière d'indépendance et de pluralisme, mais aussi en matière de concentration des médias ou de protection des sources des journalistes. Tout cela me semble être tout à fait de la compétence de l'Union européenne et doit permettre, de mon point de vue, de tendre vers une plus grande sécurité juridique des acteurs qui interviennent dans ce marché intérieur européen des médias. Autre observation, dans son exposé des motifs de sa proposition de texte, la Commission européenne prend grand soin d'assurer qu'elle respecte pleinement, bien évidemment, et c'est bien le moins, les compétences des États membres, en se référant explicitement à ce qu'on appelle le protocole d'Amsterdam, qui est un protocole qui régit le système de radiodiffusion publique dans les États membres, en se référant aussi, et c'est assez inédit, il faut le souligner, à l'article 4, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, l'article 4 du TUE, stipule le respect de l'identité nationale des États membres inhérent à leur structure fondamentale politique et institutionnelle. Ceci étant, une fois évacué le sujet de la compétence de l'Union européenne et de la base juridique choisie, en l'occurrence l'article 114 du TFUE, pour étayer ce projet d'acte législatif européen, il nous restait, à Madame Mélin et à moi-même, à identifier les points d'amélioration, les points de modification, voire de modification substantielle, les points de friction dans l'actuelle proposition que nous présente la Commission européenne. Et là, force est de constater que les difficultés existent, elles sont réelles, elles ne sont pas toutes de nature technique. Nous estimons, par exemple, ensemble, qu'en l'état présent du texte, l'équilibre entre la nécessité de lutter contre la fragmentation du marché intérieur des médias, celle de renforcer l'indépendance et la liberté et le pluralisme des médias, mais aussi la nécessité de respecter pleinement les prérogatives des États membres, eh bien, cet équilibre n'est pas atteint de manière satisfaisante. Encore une fois, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous voulons pointer du doigt des difficultés d'articulation également entre le texte européen en l'état et le droit français en matière de presse, en matière de liberté de la presse notamment, la grande loi
en matière de liberté de la presse de 1881, la loi sur l'audiovisuel de 1986. Nous avons donc de véritables interrogations quant à l'articulation et la mise en œuvre concrète au moment, si le texte devait prospérer en l'état, il faudrait transposer, appliquer les termes de ce texte dans notre droit et dans notre pays. Quelques petits sujets extrêmement problématiques de notre point de vue, en visant de manière indifférenciée les médias. La proposition d'acte législatif européen nous pose question parce que notre droit national à nous, français, et depuis longtemps, est vraiment articulé sur la distinction entre la presse écrite, d'un côté, et le secteur audiovisuel de l'autre. Donc cet amalgame n'est pas satisfaisant et peut vraiment nous poser problème. De même, la proposition européenne soulève des difficultés dans le domaine du droit des concentrations. Sur la très délicate et importante question de l'indépendance des rédactions et des journalistes, ça n'est pas rien, la question de l'indépendance des rédactions et des journalistes, mais aussi, par exemple, sur la question de l'indépendance du secteur de l'audiovisuel public. Enfin, il y a peut-être même des difficultés techniques, juridiques, à attendre du côté du droit pénal. Tout cela nous amène donc à articuler la proposition de résolution que nous présentons comme base de discussion de nos échanges, avec plusieurs points voilà, qui prennent certaines distances par rapport à, sur certains sujets très précis, ce qui est proposé. Nous insistons particulièrement, encore une fois, sur la nécessité de prendre en compte les spécificités de la presse écrite. Les spécificités de la presse écrite, c'est très important pour nous, encore une fois, au regard de l'importance de la grande loi française de 1880 sur la presse. Et là aussi, amalgamer, confondre médias audiovisuels et presse écrite ne nous semble pas adéquat. Nous avons un deuxième point de vigilance principal, je dirais, qui est celui de l'indépendance du futur comité européen des services de médias qui est proposé par la Commission européenne pour prendre la suite d'un organe qui existe déjà, l'ERGA, et qui, ce comité européen des services de médias, serait une espèce de ERGA+++, rassemblerait, je dirais, toutes les ARCOM nationales, toutes les instances de régulation du secteur des médias qui existent dans nos pays. Là aussi, nous avons un regard vigilant, pour ne pas dire critique, quant à ce qui nous semble être le rattachement de ce futur comité européen à la Commission européenne, puisqu'il est écrit que c'est la Commission européenne qui en assurait le secrétariat. Donc là, les garanties d'indépendance ne nous semblent vraiment pas assurées. Il nous semble assez illogique de vouloir garantir l'indépendance des autorités de régulation nationales dans chacun des pays de l'Union et par ailleurs d'avoir un organisme qui semble être un peu trop dépendant, entre guillemets, de la Commission européenne. Donc nous proposons très clairement donc à minima l'autonomisation de ce futur comité européen si d'aventure il devait voir le jour. Pour résumer mon propos, avant de laisser la parole à la co-rapporteure, Madame Mélin, je considère que les institutions européennes sont parfaitement fondées à intervenir dans le domaine du cadre régulant l'activité et le travail des médias en Europe, compte tenu du rôle des médias dans nos démocraties et pour le bon fonctionnement de l'état de droit. J'apporte mon soutien politique à cette proposition d'acte législatif européen sur son principe, mais encore une fois, les équilibres tels qu'ils sont laborieusement construits à l'heure actuelle ne me semblent pas satisfaisants. En tout cas, ils peuvent être nettement améliorés et certains sujets, certaines dispositions posent question. C'est tout l'objet des négociations européennes à venir, qui vont certainement être longues. On est à l'amorce du début, du commencement du processus de négociation européenne, tant au sein du Conseil qu'au sein du Parlement européen. Et c'est tout l'objet également de notre proposition de résolution européenne et de nos débats de cet après-midi. Je vous remercie. Merci Madame Le Grip. La parole est à Madame Mélin. Merci Monsieur le Président. Merci chère Constance d'avoir
pu mener ce travail qui a été assez novateur. Merci à toute l'équipe de la commission et je pense à notre administrateur, M. Marcelot, qui a été pour beaucoup dans l'achèvement de ces travaux. Et vous dire que, mes chers collègues, je suis extrêmement heureuse de vous présenter donc avec une autre vision que ma collègue, notre première proposition de résolution européenne sur ce sujet fondamental, et c'est évident pour tout le monde, l'indépendance et le pluralisme des médias. Car l'objectif pour nous tous est évidemment, de manière transpartisane, de protéger nos médias et nos journalistes, et cela, quel que soit l'échelon, que ce soit les institutions nationales ou européennes. Évidemment, mon analyse est un peu plus nuancée quant à l'intervention de l'Europe sur un tel sujet. Le mécanisme promu par la Commission européenne est un peu toujours le même. Je l'ai bien connu en tant que député européen. Les législations nationales des États membres étant fragmentées, ce qui pose des problèmes pour les investisseurs et donc pour l'économie, et que, dès lors, l'Europe doit prendre sa place. Je crois que ce raisonnement doit être abordé avec un peu plus de prudence et ne pas être appliqué aveuglement. Nous ne pensons pas qu'une grille de lecture nous permette de faire intervenir l'Europe à tous les niveaux et dans tous les domaines, et en tout état de cause que l'Europe ferait mieux que les États membres. Un exemple clair, je l'ai vu au moment de la crise sanitaire, l'article 168 du TFUE qui préservait comme une prérogative absolue la santé en matière de subsidiarité est doucement, au nom d'un glissement sémantique de santé publique, est doucement débordé. Il en est un peu de même par assimilation avec l'invocation de l'article 114. C'est pourquoi, en se rappelant toujours que l'enjeu fondamental est la liberté de nos médias, je ne reviendrai pas sur tous les débats de base juridique. Ma co-rapporteure l'a déjà bien avancé. Je relève d'emblée un problème, c'est que la proposition de législation sur la liberté des médias s'inscrit de toute manière dans le plan d'action pour la démocratie européenne, mais se fonde sur le marché intérieur. C'est une situation un peu étrange, voire même dérangeante. Le lien avec le marché intérieur existe, par exemple au titre des contrôles de concentration dans les médias, nous en sommes d'accord. Mais comme ma co-rapporteure le décrit aussi, ce sujet dépasse évidemment le cadre du marché intérieur. La question que nous devons nous poser est de savoir si une intervention européenne est nécessaire, légitime, et si l'Union a des compétences suffisantes conférées par les États membres pour légiférer dans ce domaine. C'est notre rôle de parlementaires nationaux de veiller à l'application du principe de subsidiarité, et c'est sur ce point que nous sommes en désaccord avec ma co-rapporteure, mais cela s'est fait en bonne intelligence. Les arguments qui vont dans le sens du non-respect de l'Union européenne du principe de subsidiarité ne manquent pas et sont convaincants. D'une part, les médias ne figurent pas dans les traités parmi les compétences exclusives ou partagées de l'Union européenne. D'autre part, l'article 114 ne fournit pas de base juridique adéquate. Les médias, comme chacun le sait, comme chacun le rappelle, ne sont pas des services comme les autres, et nous ne pouvons pas les réguler sous l'angle d'un marché intérieur. Je m'interroge aussi sur l'instrument juridique choisi par la Commission européenne. Le domaine des médias présente des caractéristiques nationales et culturelles qui doivent être respectées. Un règlement n'offre évidemment pas la souplesse nécessaire aux États membres. Une directive européenne serait déjà un meilleur choix, mais je crois qu'au regard des compétences limitées sur les médias, la Commission devrait s'en tenir à l'adoption d'une recommandation non contraignante pour les États. Pour terminer sur ce sujet de subsidiarité, je voudrais souligner que je ne suis pas seule à défendre cette lecture juridique face à la lecture extrêmement politique de la Commission. Le Bundesrat, ce matin même d'ailleurs, vient de déposer un avis en subsidiarité. De même que la Chambre des députés, Hongrie, on avait déposé déjà ce même avis. Nous devons donc porter la plus grande attention aux conclusions de l'avis du service juridique que le Conseil, que Mme Le Grip a mentionné, fera paraître, semble-t-il, la semaine prochaine. Néanmoins, dans un esprit de compromis qui guide mon travail personnel et le travail de mon groupe politique, depuis le début de cette législature, nous avons pu aboutir à une proposition de résolution européenne de compromis qui n'aborde pas le sujet de cette base juridique. Ce choix a notamment été guidé de mon côté par des éditions des principaux personnels intéressés, ce sont les journalistes. Plusieurs syndicats de la profession et leur fédération européenne ont souligné que la proposition de législation allait dans la bonne direction, leur serait utile, notamment au regard des dispositions de la protection des sources, à laquelle nous tenons tous évidemment. J'ai donc réorienté mon travail pour essayer d'aboutir à une résolution qui soit le plus utile possible à la profession de journaliste. Si le règlement venait à être adopté, nous avons tous tout de même des éléments à faire valoir, même si nous nous opposons à son existence même. Il est évident que la proposition de règlement est inacceptable en l'état et doit substantiellement être améliorée.
Les situations dans l'Union européenne quant à la liberté et l'indépendance des médias sont très diverses. La France a ainsi une législation particulièrement protectrice pour les journalistes, ainsi qu'à l'égard du pluralisme de l'information. Cela ne doit pas être affaibli. C'est mon principal point de vigilance. Nous avons une législation, Constance l'a dit tout à l'heure, importante et ancienne qui remonte à la loi de 1881 pour la presse écrite et qui ne doit pas être remise en cause par les institutions européennes. Le raisonnement de la Commission sur plusieurs points du texte est semblable à celui des pays scandinaves. Or, nous avons des spécificités françaises comme des spécificités dans tous les autres pays. Une chose est certaine, l'intervention de l'Union ne peut pas conduire à anéantir des dispositifs juridiques qui fonctionnent depuis des années. L'intervention de l'Union ne peut pas affaiblir des dispositions du droit national pour la protection des journalistes. Elle ne peut pas non plus dénier les spécificités de la presse écrite par rapport aux médias audiovisuels. Nous défendons donc des positions protectrices de notre législation nationale dans cette proposition de résolution et sur plusieurs sujets. Les garde-fous pour le fonctionnement indépendant des fournisseurs de médias publics, la question des mises en cause des responsabilités éditoriales des médias publics comme privés. J'aimerais relever un dernier point important que nous défendons concernant les grandes plateformes en ligne. Ces très grandes plateformes sont davantage régulées depuis l'adoption du DSA à l'été dernier et sont dorénavant contraintes de retirer les contenus illicites publiés par des utilisateurs. Twitter, Facebook, Instagram, pour ne citer qu'eux, doivent par exemple retirer rapidement des contenus qui ne respectent pas les conditions générales d'utilisation. Cette nouvelle réglementation pose problème pour les médias traditionnels, qui sont traités comme tout un chacun et peuvent voir leurs vidéos démonétisées ou leur contenu retiré sans avertissement préalable. Là encore, la législation européenne sur les médias va dans le bon sens, en cherchant à renforcer les obligations des très grandes plateformes en ligne vis-à-vis des médias. Nous estimons toutefois que le texte ne va pas assez loin et ne procède que par incitation, là où il devrait intervenir pour davantage protéger les fournisseurs de services des médias. Nous demandons donc à ce que plateforme soit contrainte, dans un délai raisonnable, de rendre publics les motifs de retrait d'un contenu jugé illicite, alors que ce contenu est publié par un service de médias traditionnel. Voici en quelques mots les conclusions que je tire de notre travail commun. Je tiens à souligner encore une fois l'esprit de coopération et d'écoute qui a prédominé avec ma co-rapporteure. Nous ne sommes pas tombés d'accord sur la totalité des sujets. Nous avons même une divergence importante sur le principe du respect de la subsidiarité. Mais nous avons, par des efforts mutuels, pu aboutir à la proposition de résolution que nous vous présentons aujourd'hui, que nous soumettons à votre appréciation. Et je voudrais encore vous remercier pour votre écoute et remercier ma co-rapporteure. Merci, Madame Mella. Merci, chers collègues. Alors, on va aborder la discussion générale. Avant de passer la parole aux orateurs de groupe, je vais la donner à notre collègue Emmanuel Pellerin, donc, qui vient de la Commission des affaires culturelles. Mesdames les rapporteurs. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, je suis heureux de participer à cette réunion de la Commission des affaires européennes que je souhaitais, au regard de l'enjeu, rejoindre en tant que membre. Mes deux collègues, Constance Le Grip et Joël Mélin, ont conduit un important travail de transpartisan sur la proposition de règlement présentée par la Commission européenne le 16 septembre dernier. Je salue la qualité de ce travail, auquel j'ai pu m'associer en tant que rapporteur de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui examinera la proposition de résolution européenne mercredi prochain. J'ai de mon côté commencé à mener des auditions sur ce projet d'acte législatif européen et je les poursuivrai jusqu'à lundi prochain. La proposition de la Commission européenne procède sans aucun doute d'une bonne intention et constitue un signal fort adressé aux États membres qui s'attaquent à la liberté de la presse. N'ayons pas peur de les nommer, puisque la Commission le fait dans ses rapports successifs sur l'état de droit, ainsi que plusieurs ONG et centres de recherche, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la République tchèque, Malte, la Slovéquie, autant de pays qui, d'une façon ou d'une autre, s'attaquent à la liberté et à l'indépendance des médias. Tout récemment, Reporters sans frontières a dénoncé la condamnation de M. Thomas Piatek, journaliste polonais, attaqué en justice par un proche du Premier ministre et condamné suivant une procédure inéquitable, méconnaissant les droits de la défense. Dès lors, inscrire dans le droit de l'Union un socle minimal de garantie protectrice de la liberté des médias est une initiative bienvenue que je souhaite pleinement. Interdiction des États membres de s'immiscer dans les décisions éditoriales des médias, protection des sources et de l'intégrité physique des journalistes,
reconnaissance de la spécificité des médias du service public, je ne peux que soutenir de tels principes. Cependant, l'intervention de la Commission n'avait rien d'évident au premier abord, les médias ne faisant pas explicitement partie de ses compétences. De plus, il s'agit d'un domaine hautement sensible pour les États membres qui ont des traditions réglementaires différentes et souhaitent légitimement les conserver. Je rappelle que nous disposons en France d'un corpus de textes très riche. La loi de 1880 sur la liberté de la presse et la loi de 1986 relative à la liberté de communication posent un cadre clair et protecteur pour les journalistes. Dès lors, je considère que la Commission européenne aurait dû se limiter à fixer des objectifs à atteindre dans une directive, plutôt que de fixer des règles d'effet direct risquant de déstabiliser des droits nationaux bien établis et qui ont fait leurs preuves. Malgré ces aspects positifs, le texte m'apparaît en l'état insuffisant. À titre d'exemple, je regrette l'absence de distinction par la Commission entre le secteur de la presse écrite et l'audiovisuel, distinction fondamentale en droit français. La presse française s'inquiète à juste titre de son inclusion dans le champ de compétences du futur Comité européen pour les services de médias, alors qu'elle ne rentre pas dans le champ de l'Arcom. De plus, l'indépendance de ce futur comité n'est pas assez garantie en l'état. Je déplore également le manque d'ambition de la Commission sur la responsabilisation des plateformes numériques. L'article 17 de la proposition leur impose simplement de prendre toutes les mesures possibles pour communiquer aux médias les motifs des décisions de suspension de leur contenu avant que la suspension ne prenne effet. Il ne s'agit donc pas d'une obligation réelle et sanctionnée, et le texte se borne à demander aux plateformes de traiter les plaintes des entreprises de médias en priorité. Cet article doit être renforcé et j'espère que la France, au sein du Conseil et les parlementaires européens, travailleront dans ce sens. J'aurai encore beaucoup à dire sur ce texte, mais je sais que le temps m'est compté. Je tiens à remercier le président Anglade pour m'avoir permis de m'exprimer en tant que rapporteur sur cette proposition de résolution et que je vous invite à adopter largement. Merci infiniment. Merci, chers collègues. Nous allons passer aux orateurs de groupe. J'ai pour le moment seulement 4 inscrits pour 4 groupes. On commence par le groupe Renaissance. Madame Laurence Cristol, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs et mes chers collègues, au nom du groupe Renaissance, je vous remercie pour la qualité de ce travail et pour la présentation de cette proposition de résolution européenne. On aurait tout à fait le droit de penser qu'il n'est pas utile d'avoir une initiative européenne sur le sujet. Mais ce serait ne pas regarder avec une particulière attention et au-delà des arguments techniques qui fondent cette législation, les atteintes à la liberté de la presse qui se jouent actuellement. Dans le contexte international que nous connaissons, bien sûr, qui met largement cette liberté à l'épreuve. Mais aussi, au cœur de l'Union européenne, face à des manipulations extérieures, aux velléités de certains opérateurs privés, ainsi qu'au risque d'ingérence de certains États dans les médias. Ce sont ces réalités qui expliquent l'engagement d'Ursula von der Leyen lors du discours sur l'état de l'Union de 2021 pour un cadre européen et la proposition de Media Freedom Act, loi européenne ambitieuse pour défendre les médias libres, pluralistes et indépendants et assurer la protection des journalistes. C'est ainsi que pour garantir le droit à une information fiable, il est prévu la protection de l'indépendance éditoriale des rédactions, l'indépendance des médias de service public ou encore la protection du secret des sources des journalistes. Les députés du groupe Renaissance soutiendront donc la proposition de législation européenne, mais les yeux ouverts, en s'accordant avec les réserves que vous exprimez, notamment sur le choix de l'instrument européen adéquat pour la mise en œuvre de ces mesures, la préservation des spécificités du modèle français en matière de liberté de la presse et le besoin d'explication et de renforcement d'un certain nombre de mesures. Les discussions doivent donc se poursuivre, mais d'ici là, nous soutenons le vote de cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Rodrigo Arenas. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, merci beaucoup d'abord pour cette résolution qui réagit à la proposition
par la Commission européenne et de sa directive pour la liberté des médias. La situation de la presse et des médias sur tous les organes d'information dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne est préoccupante. Le modèle économique concurrentiel et la liberté d'informer sont rarement compatibles, surtout lorsque cette concurrence est encore renforcée par les quotidiens gratuits lancés par d'influences industrielles ou les accès libres au contenu sur Internet. Crucial pour la formation d'une opinion publique libre et éclairée, garante de la démocratie, l'espace médiatique est en outre devenu un véritable enjeu de lutte de pouvoir et d'influence. La combinaison de cette pression économique et des appétits croissants des milliardaires et grands groupes empoisonne l'ensemble du secteur. C'est pourquoi la proposition de la Commission qui arrive aujourd'hui à l'examen par les co-législateurs européens est bienvenue. Nul doute que ces insuffisances en matière de garantie des équilibres financiers d'un secteur fragile attireront l'attention de nos collègues du Parlement européen. J'espère que nous pourrons compter sur leur vigilance et leur travail pour renforcer l'indépendance et les moyens des autorités de régulation et les dispositifs de transparence et d'autonomie financière. En ce qui nous concerne, au niveau de la représentation nationale, je remercie les deux rapportrices de la proposition de résolution d'avoir insisté sur la préservation de notre système d'aide publique, en particulier à la presse. Je les trouve éventuellement un peu trop indulgentes avec un système qui laisse beaucoup à désirer en matière d'indépendance, de respect de l'intérêt général et de la qualité du débat public. En revanche, il me semble que nous devrions anticiper sa transposition dans notre univers juridique national après adoption au niveau européen. Nous devrions, en tant que législateur national, insister en retour pour en faire le levier d'une réforme ambitieuse de notre paysage audiovisuel. Nos collègues sénateurs avaient déjà fait en mars dernier un certain nombre de propositions en matière de concentration de la propriété, de publication des résultats financiers titre par titre, de déclaration à l'Arcom des actionnaires, de séparation stricte entre activités, surtout dans un pays où les détenteurs de capitaux sont aussi dépendants de la commande publique, armement, BTP, télécommunications notamment. Les médias sont le lieu où se déploie la parole publique. Dans un régime démocratique comme le nôtre, ils sont un poumon, l'organe du débat public. S'ils sont empoisonnés ou malades, c'est toute notre vie démocratique qui en est menacée de s'étouffer. Nous devons veiller à les préserver de la toxicité des puissances d'argent, de la violence et l'injure verbale et des dérives haineuses. J'espère que ce texte européen nous fournira les armes nécessaires pour mettre au pas les oligarques et leurs réseaux d'influence en France comme dans le reste de l'Union européenne. Merci. Merci, chers collègues. Pour les Républicains, Monsieur Vincent Settlinger. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame les rapporteurs, pour la qualité de votre travail. On ne peut que saluer, donc évidemment, la volonté de l'Union européenne de s'intéresser à la liberté des médias. Mais il ne faudrait pas que les règles édictées par l'Union européenne amènent dans quelques années à une remise en cause du financement de certains de nos médias. En effet, l'Union européenne aujourd'hui, dans différentes politiques, a tendance à mettre l'accent très fortement sur la politique, sur le respect de la concurrence. Et donc, dans les années qui viennent, si un accent est mis trop fortement sur ce respect de la concurrence, ça pourrait éventuellement amener à une remise en cause du financement public de certains de nos médias. Je pense notamment à France 24, par exemple. Or, on le sait, d'autres États, notamment la Russie ou la Chine, développent depuis plusieurs années donc, des médias d'information dans le cadre de leur politique d'influence. Donc il serait dommageable que la France doive un jour stopper le financement de nos médias d'influence. Alors, mesdames les rapporteurs, pensez-vous que l'Union européenne saura faire la part des choses et ne pas trop mettre l'accent sur l'aspect concurrentiel pour ce qui concerne les médias? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et Apparentés, Monsieur Christophe Plassard. Merci, Monsieur le Président, Madame les rapporteurs. Le 9 mai 2022 se clôturait la conférence sur l'avenir de l'Europe à laquelle vous avez participé, chère Constance, en compagnie du président Pierre-Alexandre Anglade. À cette occasion, les citoyens européens ont pu faire part de leur attente vis-à-vis de la liberté de la presse. Ils voulaient une législation européenne pour protéger l'indépendance des médias, pour soutenir leur pluralité, pour lutter contre les ingérences étrangères. Cela est d'autant plus important, notamment au vu des menaces qui pèsent régulièrement sur le travail des journalistes dans certains pays européens. On peut citer par exemple la Grèce ou la Hongrie, d'autres ont été nommés par Emmanuel Pellerin tout à l'heure. Ils sont régulièrement pointés du doigt pour leur législation punitive, pour délit de diffusion de fausses informations ou d'informations non nuancées. L'usage de logiciels espions à l'encontre de journalistes est aussi de plus en plus documenté. La Commission européenne a donc publié une proposition de législation sur la liberté des médias le 16 septembre 2022. Ce règlement est un texte ambitieux, traçant un ensemble de garde-fous et d'obligations pour les médias et leurs plateformes, tout en les préservant de certaines formes d'ingérence publique ou privée, avec comme objectif principal de parachever le marché unique de la presse et des médias par un règlement uniforme et directement applicable dans l'ensemble des États membres,
Tel est le but. Le groupe Horizon et Apparentés accueille donc positivement votre résolution qui permettra de démontrer toute la légitimité de l'Union européenne à légiférer en la matière. La résolution européenne pointe à raison les risques de la proposition de la Commission pour ses spécificités de la presse écrite et de la responsabilité éditoriale française. Pour ces raisons, le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de cette proposition de résolution européenne avec tous les amendements qui viendront, je l'espère, renforcer votre propos. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous allons passer aux autres orateurs, aux questions. Est-ce qu'il y a des collègues qui voulaient poser une question à nos rapporteurs, ou faire une remarque? Non. Alors moi, je voulais en faire une. Donc, c'était prévu avant que je doive prendre la présidence au pied levé. Sur ce sujet, moi, je voulais dire que je comprends les mises en garde qui sont faites aujourd'hui par plusieurs de nos collègues. D'ailleurs, c'est assez transpartisan, donc c'est intéressant. Il y a un vrai débat sur la place de l'Union européenne sur ce sujet des médias et plus largement en fait sur le sujet des règles qui forment notre démocratie. Donc c'est plutôt, je trouve, une bonne chose qu'on puisse en débattre, puisque quand l'Europe est politisée, en fait, l'Europe avance. Néanmoins, moi je pense qu'il faut aussi voir qu'il y a beaucoup de courage du côté de la Commission de s'emparer de cette question, puisqu'on sait que les sujets de fonctionnement démocratique et d'état de droit sont aujourd'hui quand même assez compliqués à évoquer dans quelques États membres, alors qu'ils sont minoritaires, mais c'est vrai que c'est une évolution qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pouvait pas soupçonner à la fin des années 90 et au début des années 2000, quand il y a eu les dernières vagues d'élargissement. Et en fait, les dernières années ne sont que des espèces de totems qui sont en train de tomber. Il y a bien entendu la guerre en Ukraine qui a été le totem ultime. Certes, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, mais elle est aux portes de l'Europe. Elle est dans l'Europe continentale, avec ce totem du retour de la guerre sur notre continent. Mais on voit que la démocratie, l'état de droit, les libertés fondamentales n'ont rien des évidences que l'on pouvait imaginer, enfin en tout cas que ma génération à moi imaginait et pensait quand elle a été formée à l'Europe. Donc je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose et qu'il faut saluer le fait que l'Union européenne s'empare de cette question. Je comprends tous les points de méthode, toutes les améliorations et tout le dialogue qui s'engage, mais à mon sens, essayons d'avoir quand même aussi une tonalité positive et bienveillante vis-à-vis de cette volonté des institutions européennes de s'intéresser à cette question de la liberté de la presse et de la liberté des médias. Moi, je suis aussi assez sensible au fait que la question des géants du numérique a été évoquée. C'est un point d'amélioration du texte et ça me semble important que les parlements nationaux puissent un peu mettre la pression aux institutions européennes sur ce sujet, et singulièrement en France, où on est quand même à la pointe du combat pour une meilleure régulation des géants du numérique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. J'aurais juste une question, moi, à poser aux deux rapporteurs. Est-ce qu'on en sait déjà un peu plus sur l'état des discussions au niveau du Conseil, faisant le lien avec ce que j'ai dit au début, puisqu'on sait que ces sujets de liberté de la presse ne sont pas évidents chez tous nos voisins, de l'Est notamment. Donc est-ce qu'on sait déjà si des États membres ont prévu de faire des tirs de barrage, et qu'est-ce qu'on sait des positions des différents États membres sur cette proposition d'acte européen? Merci. Je vais bien tenter quelques éléments de réponse aux propos de notre collègue Charles Zitzensoul, que je remercie d'avoir réaffirmé avec force et conviction le soutien politique, nous le partageons, que, nous semble-t-il, nous devons d'apporter à cette initiative courageuse de la Commission européenne, de la commissaire Jourova et du commissaire Thierry Breton, à un moment, effectivement, je pense l'avoir démontré comme d'autres, les menaces, les ingérences, les attaques, les manipulations, etc., les intimidations de toutes sortes sont de plus en plus nombreuses et préoccupantes, et que nous devons de faire vivre les valeurs, les grandes valeurs européennes, comme disait
Václav Havel, les grandes valeurs européennes et le contenu même de ce qu'est l'état de droit. Et tout cela s'appuie sur la Charte européenne des droits fondamentaux et également les attentes des citoyens telles qu'elles se sont exprimées lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cela a été dit. Sur le sujet très précis de la position des États membres, pour être tout à fait franche à ce stade, il y a eu au niveau du Conseil uniquement des réunions de ce qu'on appelle le groupe technique, et donc il y a eu 5 de mémoire réunions du groupe technique, donc au niveau des représentations permanentes, les RP adjoints, voire le niveau encore infra, si je puis dire. Donc on en est vraiment à des discussions hyper techniques où les États, les représentants des États lisent ensemble le texte, le découvrent et essayent de faire des expertises techniques et juridiques. Il n'y a pas encore de position tranchée, affichée par tel ou tel État. On nous a bien dit, tous les contacts que nous avons eus nous l'ont fait savoir avec une certaine insistance, que les positions des États membres peuvent bouger. Il y a des premières impressions, mais les positions vont beaucoup bouger au fur et à mesure que le décryptage et l'expertise juridique et technique sera menée à bien par chacun des États membres. On peut, sans peut-être révéler de secret, dire que, par exemple, nos voisins allemands se posent des questions quant au respect plein et entier du principe de subsidiarité eu égard à la compétence des Länder, au regard de l'État fédéral, que la Hongrie et la Pologne n'ont pas d'emblée affiché un enthousiasme délirant, mais ne sont pas en situation d'afficher d'ores et déjà une opposition ou quoi que ce soit, plutôt en phase d'attente. Mais s'agissant de certains des pays que je viens d'évoquer, il y a eu déjà la prise de position du Bundesrat qui a voté effectivement un avis de subsidiarité et la position de la Chambre hongroise qui a également émis un avis de subsidiarité, et nous verrons si d'autres choses se manifestent dans d'autres parlements nationaux. Il y a également quelques interrogations, pour ne pas dire plus, dans certains États membres qui appartiennent à l'Europe du Nord, qui peuvent avoir d'autres visions quant à la totale indépendance de leurs médias, et qui ne voient pas forcément spontanément avec un enthousiasme délirant, encore une fois, l'émergence d'un organisme, comité européen des services de médias. Mais tout bouge et certains États sont encore loin d'être sortis du bois. Voilà. On sait simplement que les discussions vont être longues, nourries. La présidence suédoise, donc, qui va démarrer au 1er janvier, a bien l'intention de pleinement s'emparer de ce dossier, et elle espère, mais c'est très optimiste, elle espère pouvoir avoir une première réunion au niveau ministériel pour définir en mai ou juin 23 une première orientation qui pourrait être l'orientation du Conseil. Donc il y a encore beaucoup de travail pour que les États membres prennent pleinement conscience de tous les enjeux. Au sein du Parlement européen, on est encore nettement moins avancé. Il y a 2 commissions, la commission des affaires culturelles et la commission juridique, qui vont travailler d'arrache-pied sur le sujet. Il y aura deux rapporteurs, mais il se dégage que c'est plutôt la commission des affaires juridiques, c'est ça? Non, du marché intérieur, pardon, IMCO, qui va être la commission saisie au fond. Enfin bon, voilà, au Parlement européen, ils sont loin d'avoir commencé à travailler le sujet, puisqu'il y a encore quelques petites escarmouches de compétences entre commissions. On part pour un très long process de négociation, me semble-t-il, et les positions nationales et les parlements nationaux et les parlementaires européens dans leurs groupes respectifs sont encore susceptibles de beaucoup évoluer. Je me permets de rajouter 2 mots. Je ne suis pas persuadée que le fait de savoir si telle ou telle commission est une commission au fond, entre culte et IMCO, ça donnera la tonalité, peut-être répondre à la question de notre collègue sur la notion de concurrence. Oui, évidemment, j'ai repris là rapidement l'exposé des motifs
de la Commission. Évidemment, on parle de marché dans la première partie, c'est dans les 3 premières lignes, dans les 10 premières lignes. On est effectivement dans un système concurrentiel et nous sommes dans un système de marché. Voilà pourquoi je ne serais pas étonnée que IMCO soit au fond et que Culte, qui logiquement aurait pu, selon les dénominations nationales, d'ailleurs ça a toujours été les médias et la culture, quel que soit le nom qu'on ait donné au ministère avec les années, c'est évidemment l'information qui aurait dû être privilégiée. Évidemment non, nous sommes dans l'Union européenne, nous sommes forcément dans un marché. C'est toute une partie de notre vision des choses. C'est pas qu'on ne veut pas qu'elle cela soit, mais la régulation à tout craint. Je pense en particulier aux difficultés juridiques, puisque nous n'aurons que la semaine prochaine la réponse qui a été posée au service juridique du Conseil. Ça va être fondamental. Juste, d'après ce que j'ai bien compris, uniquement au titre de la compétence de se rapporter à l'article 114, puisqu'on n'a pas encore déterminé la bonne forme. C'est ce que nous soulevons aussi, mais je pense que nous ne serons pas les seuls à soutenir que peut-être un règlement n'était pas la forme idéale. Nous l'avons dit, une directive, on sait ce que sont les directives, peut-être qu'une recommandation pour ensuite partir sur des bases plus solides et avec un consensus plus large aurait peut-être pu permettre d'avancer sur le texte. En tout état de cause, quelle que soit la forme, même un règlement, cela va être extrêmement compliqué. Ça, je crois que Mme Le Grip l'a dit et nous sommes parfaitement conscients du processus. Donc oui, la concurrence va être là. Augmenter, pas augmenter, une concurrence, elle est faite pour être augmentée. Hein. Sinon, on ne régule pas une concurrence, sinon ça se serait. Et véritablement, c'est notre vision des choses. La base sur le 114 n'est pas très recevable. Quant au règlement, pas non plus. Donc tout ça va peut-être ajouter à la, comment dirais-je, à la difficulté. Et on peut attendre une semaine et déjà on aura peut-être et nous, notre collègue sera en plein travail, aura une partie de réponse que nous n'avons pas eue avant notre production. Et que oui, tout cela mérite d'être regardé de très près. C'est extrêmement compliqué. Toucher la culture des pays, c'est difficile. Le mode d'information d'un pays, c'est difficile. Et je pense en particulier à tous ces médias locaux. Hein. On a beaucoup de médias, aussi bien de presse écrite que d'audiovisuel, qui ne sont que purement régionales. Et comment les faire rentrer dans un marché pareil ? Merci. Alors nous en arrivons à l'examen de l'article unique et des amendements surtout. Amendement numéro 9, présenté par Madame Le Grip. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet amendement que je propose vise à insérer un nouveau considérant stipulant que, de manière extrêmement explicite, la liberté des médias et leur pluralisme font explicitement partie des droits fondamentaux assurés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans son article 11. Voilà, il y a un vu au début de notre proposition de résolution européenne, comme c'est souvent le cas dans des textes de cette nature, qui fait une référence à la Charte européenne des droits fondamentaux, mais il me semblait important d'écrire les choses noir sur blanc, si je puis dire. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Oui, la liberté des médias, leur pluralisme, font partie des droits fondamentaux et à ce titre, me semble-t-il, doivent être confortés, défendus, préservés. C'est ce que je vous propose de faire via cet amendement. Merci. Est-ce qu'il y a un avis à émettre, Madame Mélin ? Oui, nous émettons un avis négatif, non pas pour avoir un plaisir de contredire, mais tout simplement parce que l'esprit général qui a prévalu, à tout le moins de notre côté, de faire un texte minimaliste pour que le texte existe, nous amène à essayer de le recentrer. Et c'est d'ailleurs, on ne va pas faire de secret de fabrication, mais c'est nous qui avons proposé ce considérant, ce visa 6, faisant apparaître très clairement la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et nous ne pensons pas que rajouter clairement apporterait quoi que ce soit au texte. Il en sera de même d'ailleurs, je vous le dirai, sur certains amendements suivants. Donc pour nous, c'est, ce sont des amendements qui sont déjà défendus. Et donc, pour nous, c'est un vote négatif, il existait déjà. Merci beaucoup. Nous allons mettre l'amendement aux voix. On va voter à main levée. Qui est pour ? Qui est contre ? S'abstient. Il est adopté. Amendement numéro 8, présenté par Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Oui, par cet amendement, je vous propose de rajouter, parce que ça me semble très important, de toujours
nous référer à ce que les citoyens, dans la mesure où ils s'expriment, dans la mesure où ils prennent la peine de s'exprimer, de venir siéger, par exemple, comme ça a été le cas, Christophe Plassa en a fait l'évocation tout à l'heure en conférence sur l'avenir de l'Europe, de toujours rappeler la volonté des citoyens telle qu'ils nous la font connaître. Et donc, ce considérant que je vous propose de rajouter fait explicitement référence au rapport final de la conférence sur l'avenir de l'Europe, proposition 27, paragraphe 1 et proposition 37, paragraphe 4, dans lequel les citoyens, ceux qui étaient bien sûr présents, réunis, qui se sont exprimés via d'autres plateformes numériques, etc., mises en œuvre par la conférence sur l'avenir de l'Europe, appellent de leur vœu, c'est-à-dire vraiment la promotion de l'indépendance, du pluralisme des médias et demandent une législation européenne visant à lutter contre les menaces qui pèsent sur l'indépendance des médias. Voilà, c'est pour se référer à ce qui a été exprimé par la conférence sur l'avenir de l'Europe. Madame Mélin, est-ce qu'il y a un avis sur cet amendement? Un avis défavorable parce que tout a déjà été dit dans le texte. Alors, j'en comprends bien que ma collègue souhaite faire référence à cette conférence sur l'avenir de l'Europe. A-t-elle sa place directement dans ce texte? Si nous voulons faire tenir ce texte jusqu'au bout, peut-être pourrait-on la laisser vraiment dans sa structure minimaliste, mais structure solide. Donc, nous ne voterons pas cet amendement. Merci. Nous allons mettre aux voix. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Abstention. Il est adopté. Amendement numéro 10, toujours par Madame Le Grip. Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaite rajouter là aussi un considérant affirmant que l'Union européenne est tout à fait fondée à garantir et à protéger l'indépendance des médias qui fait partie des grandes valeurs européennes. Il y a des moments où je considère que les choses vont mieux en le disant qu'en ne le disant pas ou en le sous-entendant. Encore une fois, il me semble que nous sommes arrivés à un moment de gravité et où il peut être intéressant quand même de se pencher sur la mention explicite de cette volonté de l'Union européenne de vouloir garantir la liberté et l'indépendance des médias. Merci. Un avis, Madame Mélin? Même avis pour les mêmes raisons que les deux précédents. Merci. Nous allons mettre aux voix. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement numéro 3 par le groupe Renaissance. Madame Christol. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est un considérant. Cet amendement vise à réaffirmer la nécessité de conforter la liberté et le pluralisme des médias par une législation européenne, considérant que ce sont des éléments constituants de l'état de droit, qui est une valeur fondamentale et fondatrice de l'Union. Merci. Mesdames les rapporteurs, Madame Le Gris, est-ce qu'il y a un avis? Avis favorable. Pour Madame toutes les Mélin. raisons qu'on a déjà exposées. Même avis et même vote du même coup. C'est redondant par rapport à ce qui a été déjà écrit. Merci. On va mettre aux voix. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendements pouvant être soumis à une présentation commune. Donc ce sont les amendements numéros 11, 4 et 5 qui émanent successivement de Madame Le Gris, Madame Melin et Madame Melin. On commence par vous, Madame Le Grip. Il faut éteindre là-bas. Ah, pardon. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite, là aussi, explicitement considérer que l'Union européenne dispose de compétences partagées avec les États membres dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, comme le stipule l'article 4 du TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Là aussi, il me semble que, comme il commence à apparaître dans certains États membres, dans certains parlements nationaux, ou peut-être dans certains cénacles, une remise en cause de la compétence de l'Union européenne à légiférer dans le domaine de la défense des libertés fondamentales. Je pense que les choses vont bien en l'écrivant explicitement, vont mieux en l'écrivant explicitement.
Madame Mélin, je vous propose que vous présentiez vos 2 amendements suivants. Et ensuite, vous donnerez chacune vos avis sur l'ensemble des amendements. Écoutez, nous défendons, mais peut-être en précurseur, nous attendons encore quelques jours pour savoir si ce que nous écrivons peut avoir valeur ou pas. Nous considérons que dans l'état actuel des choses, tel qu'il est rédigé, l'article 114 ne fournit du TFUE, bien sûr, ne fournit pas la base juridique adéquate pour réglementer le service des médias, puisque dans ce cas très répandu des médias publics et locaux, ces services n'ont aucune influence sur le fonctionnement du marché intérieur et surtout transfrontalier. Et à partir de là, nous sommes dans l'attente. Donc nous l'écrivons en attente de décisions qui ne seront pas forcément les nôtres, mais qui ont déjà été estimées de la même façon par des parlements nationaux. Et puis, si vous le permettez, je défends le 5 en même temps. Hein. Considérant donc que les médias ne figurent pas dans les traités parmi les compétences exclusives ou partagées, j'ai bien entendu ce qu'a dit Madame Le Grip, mais tout cela est par extrapolation. Dans la forme, cela n'est pas figuré, de sorte que les propositions de règlement de la Commission dépassent évidemment les compétences de l'Union prévues par les traités. Merci. Alors maintenant, vos avis à chacune sur ces 3 amendements, Madame Le Gris. Merci, Monsieur le Président. Alors, je souhaite bien sûr émettre un avis favorable à mon amendement 11. Sur l'amendement 4 présenté par ma collègue Joëlle Mélin, je souhaite clairement dire que pour moi, la Commission européenne et donc l'Union européenne est parfaitement fondée à appuyer son projet d'acte législatif européen sur l'article 114 du TFUE, c'est-à-dire celui qui permet le fonctionnement et l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur. Il y a toute une série de problèmes concrets qui, en raison de la fragmentation des législations nationales, viennent affecter, perturber, entraver le fonctionnement du marché intérieur des services des médias, que ce soit en matière de concentration et de surveillance des concentrations, en matière de pluralisme et d'indépendance, en matière de protection des sources des journalistes, en matière également, par exemple, de règles affectant la surveillance des journalistes elles-mêmes, qui est à l'œuvre dans un certain nombre de pays, nous voyons bien que les différences de législation nationale, encore une fois, cette fragmentation introduit de l'instabilité juridique et perturbe le fonctionnement de cet espace européen d'information qui est à l'œuvre dans l'Union européenne. Donc c'est un avis défavorable à l'article 4, pardon, à l'amendement 4. L'amendement 5, nous considérons que l'Union européenne a déjà à plusieurs reprises légiféré en matière de médias. Les exemples les plus récents, c'est par exemple la directive sur les services médias audiovisuels. C'était bien une directive, hein, la grande directive SMA que nous avons d'ailleurs, nous, Français, comme d'autres pays européens, d'ores et déjà transposée. La directive sur le droit d'auteur qui a créé, organisé un droit voisin pour les éditeurs de presse et les agences de presse. C'est clairement une directive qui a apporté des avancées majeures pour les médias en matière de création et de préservation du droit voisin. La législation dite DSA, hein, Digital Single Act, était un règlement, certes, mais là aussi un très, très important règlement légiférant pour l'Union européenne sur le secteur des médias et des relations avec les plateformes. Donc oui, il y a clairement la possibilité d'avoir des législations européennes, directives ou règlements, en matière de médias. Merci. Madame Mélin, défavorable. Madame Mélin, vos avis sur ces 3 amendements? Bien, vous vous douterez bien qu'ils ne sont pas les mêmes, bien évidemment, sachant qu'on a l'inconnu de cette réponse juridique, parce que nous l'avons appris d'ailleurs un petit peu tardivement dans les auditions, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'était peut-être bien d'initier ce travail ici, nous en sommes bien d'accord, mais n'a-t-on pas un peu mis la charrue avant les bœufs?
concernant certains points et certains paramètres, qu'on puisse avoir une réflexion commune, qui est une réflexion européenne, pourquoi pas, mais que l'on en soit déjà à voir que ce texte partira sous forme de règlement alors qu'on n'a pas réglé tous les problèmes juridiques. Et ils sont tellement vrais que le Conseil, le service juridique du Conseil a été saisi. Donc à partir de là, nous ne pouvons pas, nous, penser qu'on va dire que l'Union européenne dispose des compétences partagées si la base même de ce invoquée pour ce travail n'est pas valide. Donc un avis négatif sur le 11, évidemment les nôtres, un avis positif, nous le redisons, à remoduler éventuellement sur d'autres bases juridiques qui s'imposeraient à nous. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, nous voterons contre l'article 11 et pour les amendements 4 et 5. Merci à vous. On va passer au vote. Donc, on va voter les 3 amendements de façon individuelle et je vais rappeler les avis. Donc, sur l'amendement numéro 11 de Madame Legris, avec avis favorable de Madame Legris et avis défavorable de Madame Mélin. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Sur l'amendement numéro 4 de Madame Mélin, avis défavorable de Madame Legris, Madame Mélin, avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Sur l'amendement numéro 5 de Madame Mélin, avis défavorable de Madame Legris, avis favorable de Madame Mélin. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Il est rejeté. Amendement numéro 2 du groupe Renaissance. Madame Christol encore. Le fondement d'une législation européenne, puisque celle-ci vise à résoudre des problèmes touchant au bon fonctionnement du marché intérieur des services des médias, comme cela est bien explicité dans l'exposé des motifs de la proposition de règlement. Avis des rapporteurs. Avis favorable. Avis défavorable, qui plus est, énormément de médias n'ayant pas de caractère transfrontière. Merci. Nous allons mettre aux voix. Qui est favorable à cet amendement? Qui est défavorable? Abstention. Il est adopté. Amendement pour être soumis à une discussion commune. On commence par l'amendement numéro 6 de Madame Mélin. Oui, on ne va pas être trop long sur ce sujet. Vous pouvez défendre le 6 et le 7 en même temps, vous pensez? Vous avez 2 amendements? Absolument, oui. Oui. Oui, ils sont tout à fait complémentaires. Oui, mais je l'ai déjà dit dans mes propos liminaires. Et d'ailleurs, on avait été étonné qu'il n'y ait pas eu de questions posées préalablement par certains États sur la forme. Ils auraient pu le faire en demandant quelle était là aussi la validité de l'article 114. C'était sur la forme de cette proposition qui est donc un règlement et pour nous, ce n'est absolument pas le bon outil. Une directive, pourquoi pas ? Mais encore que nous aurions préféré carrément quelque chose de minimaliste, mais pour autant de tout à fait important comme signal donné à la presse, aux médias, à la liberté, au pluralisme. On aurait parfaitement pu aborder le sujet sous un autre angle. Donc nous vous proposons de considérer que la proposition de règlement n'est pas le bon instrument et qu'une recommandation en dernier recours ou même une directive serait un instrument plus approprié. Cela pourrait faire partie des propositions issues de notre texte. Merci. Donc le 6 et le 7 ont été défendus. Le 14 ? Oui, pardon. Merci, Monsieur le Président. Oui, par cet amendement 14, je souligne clairement, et je la salue, ainsi que l'initiative de la Commission européenne de proposer un acte législatif établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur est un acte positif. Voilà, donc le motif est clairement exposé par le texte même de l'amendement. Je souhaite saluer l'initiative de la Commission européenne. Merci. Mesdames les rapporteurs, je vous propose que vous nous donniez vos avis sur ces 3 amendements. Madame Legris.
Donc, je suis favorable à l'amendement numéro 14 que j'ai eu le plaisir de vous présenter à l'instant. Sur les amendements 6 et 7 de Madame Mélin, je suis au regret de devoir émettre un avis négatif. Je ne méconnais pas le débat, et il est parfaitement légitime, tous les débats sont parfaitement légitimes, qui commence à émerger sur la pertinence du choix de l'instrument, règlement ou directive. Hein. J'ai vu ce qu'a voté le Bundesrat, j'ai vu également ce qu'a voté le Parlement hongrois. Moi, je n'ai pas à l'heure actuelle la volonté de trancher sur l'instrument juridique. J'ai écrit dans le rapport d'information qui va être rendu public et que tout un chacun pourra lire qu'encore une fois, je ne trouve pas illégitime que se pose dans plusieurs États membres et dans plusieurs cénacles le débat sur la pertinence de l'instrument. Mais moi, je ne souhaite pas, au jour d'aujourd'hui, envoyer un signal tranché. Et donc, à ce stade, je ne peux pas me retrouver dans les termes de l'amendement 6. C'est donc un avis défavorable. Et pour le coup, un avis très défavorable également sur l'amendement 7. Considérer qu'une recommandation européenne pourrait, le cas échéant, être appropriée me semble être très en deçà et très en retrait de ce que je pense de la nécessité impérieuse d'avoir un acte, c'est-à-dire une loi européenne, un acte législatif européen. Merci. Madame Mélin, vos avis sur ces 3 amendements, s'il vous plaît. Bien évidemment, un avis positif sur le 6 et le 7, pour les raisons exposées. J'aurais pas eu d'avis franchement tranché contre le salut que vous faites à l'initiative de la Commission européenne. Pour autant, dans la mesure où l'acte législatif n'est pas déterminé, ou en tout cas ne nous convient pas, nous nous opposerons à cet amendement. Merci. Nous allons passer aux voix, donc successivement les 3 amendements. Sur l'amendement numéro 6, avec avis défavorable de Madame Legris et avis favorable de Madame Mélin. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Sur l'amendement numéro 7, avis défavorable de Madame Legris, avis favorable de Madame Mélin. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Amendement numéro 14, avec avis favorable de Madame Legris et avis défavorable de Madame Mélin. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement numéro 12 de Madame Legris. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite simplement rajouter, mais ça arrive un peu plus loin dans la liste, par rapport aux autres considérants, qu'il est important et qu'il est absolument nécessaire de garantir l'indépendance des journalistes ainsi que leur protection contre toutes les menaces, attaques et ingérences dont ils font l'objet. Ça a été explicitement dit dans plusieurs interventions. Il y a des menaces, des pressions, des attaques, voire des assassinats qui ne sauraient nous laisser indifférents. Votre avis, Madame Mélin? Oui, je ne souhaiterais pas faire de voler une mauvaise polémique sur des termes. Nous avions pensé que dans l'esprit de minimalisme, mais avec où chaque mot a sa valeur, il n'était pas obligatoire d'en rajouter. Parce que dans le mot de menace, quand on se retourne sur ce qui est arrivé sur les journalistes de Charlie Hebdo en particulier, on s'aperçoit que les menaces, c'est la mort. Voilà. Et donc, à partir de là, parler d'attaque ou d'ingérence qui, dans le contexte actuel, peuvent avoir des connotations, ne paraissait pas intéressant d'une certaine manière. Nous sommes donc en opposition à cet amendement. Nous allons passer au vote sur l'amendement numéro 12 de Madame Legris. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement numéro 13 de Madame Legris. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite, par cet amendement, clairement écrire au début des différents items que contient la proposition de résolution européenne dont nous débattons, que dans cette proposition de résolution européenne, l'Assemblée nationale, nous déplorons les atteintes à l'indépendance et au pluralisme des médias.
Il me semble que les choses, encore une fois, quelquefois, vont mieux en le disant explicitement et en l'écrivant noir sur blanc. Votre avis, Madame Mélin? Un avis, pour le coup, franchement négatif. Ce que j'ai souhaité éviter tout au long du texte qui a été élaboré, c'est que précisément, éventuellement, on mette en danger un texte très important pour des raisons d'un contexte actuel et avec des avant-pensées ou des arrière-pensées qui, selon nous, ne sont pas fondées au motif que chaque État... Quoi que nous pensions de leur action, est quand même libre de faire ce qu'il veut chez lui, même si nous le regrettons. À partir de là, j'entends bien, après la suite des discussions que nous avons eues, que cette phrase se retrouve par le biais de cet amendement, mais en ce qui nous concerne, nous souhaitons rester dans un état de neutralité. Si nous devons agir auprès de certains pays dans lesquels l'ingérence, on pense entre autres à l'espionnage, des choses comme ça, est très important et avéré. Nous ne pensons pas que ce soit par un texte européen que nous puissions y arriver. Merci. Nous allons passer au vote de l'amendement numéro 13 de Madame Legris. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement numéro 15 de Madame Legris. Oui, dans cet amendement 15, je vous propose de faire explicitement référence à l'organisation et le renforcement de l'espace européen de l'information dont la préservation et l'intégrité sont essentielles dans notre démocratie. Donc, je vous appelle à vous féliciter que la proposition d'acte législatif de la Commission européenne ait cet objectif et que la mention de l'espace européen de l'information, encore une fois, est élément clé de notre démocratie européenne, soit mentionnée. Merci. Madame Mélin, votre avis? Avis négatif. Nous allons mettre aux voix l'amendement numéro 15 de Madame Legris. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Dernier amendement, numéro 1, du groupe Renaissance, qu'il présente. Madame Christol. Je vous remercie. C'est l'ajout des enquêtes pénales sur la protection des sources. L'article 4 de la proposition de législation de la Commission prévoit que les États membres devront respecter et renforcer la protection des sources journalistiques tout en prévoyant des exceptions. En droit français, les enquêtes pénales peuvent requérir une levée des secrets des sources journalistiques sur l'autorisation strictement définie d'un juge. Ce cas n'est pas expressément défini dans la proposition de règlement. Cet amendement vise donc à inciter la proposition de législation à être plus explicite et à mieux prendre en compte les besoins des enquêtes pénales. Je vous remercie. Merci Madame Christol. Mesdames les rapporteurs, vos avis, Madame Legris? Avis favorable. C'est un ajout tout à fait important et qui permet de bien affirmer notre volonté de prendre en compte cette importante spécificité nationale française. Madame Mélin? Oui, mais précisément, pour la spécificité nationale, les termes de sécurité nationale auraient pu suffire selon nous, et donc nous avons un avis négatif sur cet ajout, cet amendement. Merci. Nous allons passer au vote de l'amendement numéro 1 du groupe Renaissance avec avis favorable de Madame Legris, avis défavorable de Madame Mélin. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous en avons donc terminé avec l'examen des amendements. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Non. Nous allons donc mettre aux voix l'article unique de la proposition de résolution ainsi modifié par les amendements adoptés. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article unique est adopté. La proposition de résolution ainsi modifiée est par conséquent adoptée. Je vais désormais demander à la Commission si elle autorise le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non. La publication du rapport d'information est donc autorisée. Mesdames les rapporteurs, je vous remercie. Nous n'en avons pas tout à fait terminé avec l'ordre du jour, donc je vous demande encore de rester quelques instants, puisque le deuxième point de l'ordre du jour appelle la nomination d'un rapporteur.
Il nous reste à désigner un rapporteur sur la proposition de résolution européenne numéro 391 de M. André Chassaigne, M. Fabien Roussel et plusieurs de leurs collègues relative à la ratification de l'accord commercial entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne par les parlements nationaux. Je vous propose de désigner rapporteur l'auteur même de cette proposition de résolution, à savoir notre collègue André Chassaigne. Est-ce que cette proposition amène une remarque particulière de la Commission ? Si tel n'est pas le cas, je vais lever la séance et je vous informe que la prochaine réunion a lieu demain à 9 h avec une communication de notre collègue Brigitte Klinkert sur l'examen d'un projet d'avis politique sur l'adoption d'une législation européenne ambitieuse pour prévenir les dérives liberticides en Hongrie. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi.